Alors maintenant, on a vu comment avait lieu la pollinisation des plantes à fleurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe suite à cette pollinisation? Donc ici, on reconnaît le pistil avec le stigmate, le style, et ensuite ici l'ovaire qui contient un ou plusieurs ovules. Les grains de pollen, donc une fois qu'il y a pollinisation, sont déposés sur le stigmate du pistil. Donc le stigmate du pistil, vous voyez, il y a un certain nombre de structures qui permettent un meilleur accrochage des grains de pollen. On a également ce liquide qu'on a vu tout à l'heure qui va en quelque sorte coller les grains de pollen sur le stigmate. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand le stigmate est mature, lorsque les grains de pollen sont prêts à germer? Vous avez un tube qui se forme, une sorte d'expansion cytoplasmique qui se forme, qu'on appelle le tube pollinique. Et ce tube pollinique va grandir, jusqu'à atteindre le ou les ovules. Et ce tube va permettre le transport des gamètes mâles qui étaient justement contenus dans les grains de pollen. Ce gamète mâle va féconder ici l'ovule qui contient le gamète femelle. Donc on a une fécondation qui s'effectue. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Toute la fleur en fait va se transformer. Alors, finalement, il y a deux choses qui se transforment. Vous avez l'ovule fécondé qui va se transformer en graine. Donc ici on voit le cas de la cerise où il y a un ovule qui se transforme en une graine au centre ici. Et vous avez le cas du pavot qui contient dans son ovaire de très nombreux ovules. Donc les ovules fécondés vont se transformer eux aussi en nombreuses graines. Ici les graines de pavot qu'on voit ici un peu bleutées. Mais c'est pas tout. Vous avez également la fleur. La fleur va se transformer en fruit. Alors ça peut être un fruit charnu comme pour la cerise ou un fruit sec ici pour le pavot. En général, c'est l'ovaire du pistil qui va se transformer en fruit. Donc comme on voit ici, on voit très bien pour la cerise. Vous avez les pétales qui vont tomber, il restera peut-être des fois des pétales un peu desséchés, des sépales un peu desséchés, les étamines vont tomber, et donc il va rester ici la graine et le fruit qui abrite et protège cette graine en son centre, donc une graine ou plusieurs graines. Et on peut se dire à quoi sert ce fruit, donc ce fruit ici qui entoure la graine. Ce fruit en fait, donc déjà permet la protection de la graine qui contient le futur individu, mais il va surtout permettre la dissémination à distance des graines. Alors, pourquoi est-ce nécessaire pour une plante de disséminer ses descendants? Imaginez un cerisier, donc toutes les cerises tombent au pied de l'arbre, elles n'ont pas la place ni les ressources nécessaires pour permettre leur germination et leur croissance. On ne peut pas avoir au pied d'un même arbre plein de nouveaux individus qui vont pousser. Donc la plante va disséminer ses graines à distance pour permettre de coloniser de nouveaux milieux, de nouvelles ressources, pour que les nouveaux génomes en fait puissent conquérir entre guillemets de nouveaux territoires. Et c'est le fruit qui va permettre cette dissémination des graines. Alors, le premier cas, c'est le cas du fruit charnu. Un fruit charnu, c'est un fruit qui s'est clairement épaissi, qui s'est enrichi en substances nutritives, en général, beaucoup de glucides, mais des vitamines. Un fruit qui est devenu coloré, donc grâce à des pigments. Et ce fruit, en fait, va être mangé va être repéré, va attirer les animaux, être mangé par les animaux. Et les animaux, une fois qu'ils ont mangé le fruit, vont recracher la graine qui se trouve à l'intérieur, ou vont déféquer, lorsqu'ils ingèrent la totalité du fruit, vont déféquer dans leurs excréments les graines sur de longues distances, puisque l'animal, en général, il va manger, il va se déplacer, et puis il va recracher ou déféquer les graines à distance. Alors, ces graines, heureusement, sont protégées par une enveloppe. Alors, là, vous avez, en fait, c'est la partie interne du fruit qui se transforme en noyau. Mais la graine elle-même est entourée d'une enveloppe protectrice qui va faire que elle va résister, par exemple, au suc digestif des animaux et va protéger finalement l'embryon à l'intérieur.
Donc là, le cas de l'abricot, vous avez ici le cas de la tomate. Donc imaginez les oiseaux ou un mammifère qui mangent les tomates. Donc ils vont manger par exemple la totalité et ils vont déféquer les petites graines ici qu'on voit à distance. Ensuite, vous avez le cas des fruits secs. Alors les fruits secs peuvent être également disséminés par les animaux. Donc ce sont des fruits qui développent des structures qui vont permettre de s'accrocher aux poils des animaux. Donc vous avez ici par exemple des petits poils, des petits crochets. Et donc les animaux vont, en se baladant dans la nature, dans la forêt, vont accrocher ces fruits, une fois qu'ils sont bien mûrs, à leurs poils, vont faire parfois des kilomètres, et ces fruits vont finir par tomber au sol, et une fois que finalement les conditions sont réunies, la graine va pouvoir germer au sol, donc à distance. Là vous avez le cas d'une chaussure humaine qui a accroché au niveau de ses lacets justement des petits fruits grâce au crochet du fruit, et donc va y avoir dissémination à distance des graines contenues à l'intérieur. Mais sinon, les fruits secs vont également être disséminés par le vent. Pour ça, ces fruits ont développé des structures de prise au vent. Vous avez ici l'exemple des fruits de l'érable, avec ces deux structures ailées ici, qui vont permettre une prise au vent et puis un transport à distance. Et là, on voit à l'intérieur, ici, ce sont les graines qui vont ensuite pouvoir germer. Et on a l'exemple du pissenlit, où en fait, là vous avez de multiples fruits, ici on reconnaît la graine, et donc ces fruits sont munis de dispositifs de prise au vent qui vont transporter sur de longues distances justement les graines et permettre leur dissémination. On a également le cas de fruits disséminés par l'eau, et l'eau va permettre le transport à distance. L'exemple par exemple des noix de coco par exemple. Voilà, donc les graines vont être disséminées à distance, et ça c'est nécessaire pour ensuite le développement de la descendance. Alors maintenant la graine. Donc la graine, on va voir un peu sa structure, on va voir comment elle germe. Donc la graine est constituée, donc là on voit l'exemple du haricot, donc là la germination d'une graine de haricot, là vous avez le schéma correspondant. On voit quand on fait une coupe longitudinale de cette graine, on reconnaît déjà l'embryon, ce qu'on appelle l'embryon, c'est-à-dire le futur individu, donc avec une petite radicule, les futures racines, une future petite tige, des futures petites feuilles. On a également une enveloppe protectrice qui entoure la graine, qui va permettre de protéger la graine, par exemple des intempéries, des sucs digestifs des animaux. Parfois on a à ce niveau-là des substances nocives qui vont empêcher les animaux de manger les graines. Et on a également, ce qui prend le plus de volume dans la graine, ce sont des réserves nutritives. Donc c'est ici dans le cas du haricot ce qu'on appelle les cotylédons, qui sont très riches en substances nutritives qui ont été mises en réserve au cours du développement du fruit. Donc ce sont par exemple c'est souvent beaucoup d'amidon, mais également d'autres glucides, des acides aminés, différentes substances nutritives, des minéraux, et voilà, de l'eau, enfin relativement peu d'eau, mais voilà, surtout des molécules organiques. Par exemple ici on voit une graine de haricot qu'on a colorée à l'eau iodée, et là on voit la grande richesse justement en amidon de ces réserves. Donc cette graine, tout d'abord, donc elle va être déposée au sol, mais elle va pas germer tout de suite, elle va être en dormance, et cette dormance peut être vraiment longue. En général, on a une dormance de 1 à 10 ans. On a même des dormances de centaines, voire de milliers d'années pour les records observés. Donc, elle va rester, en fait, les cellules vont rester en vie ralentie, elle va attendre son heure en quelque sorte. Et une fois que les conditions sont réunies, et ça c'est vraiment ça dépend des graines produites par un individu. Donc un individu va peut-être pouvoir produire des graines qui vont germer au printemps suivant, puis d'autres graines au printemps d'après, etc. Voilà, mais une fois que les conditions sont réunies, une fois que la graine elle est prête à germer, on va avoir une graine qui va s'imbiber d'eau, et puis ça va déclencher un certain nombre de choses. Et là on voit apparaître justement une petite racine, la petite radicule qui commence à grandir, qui va ensuite grandir et puis se ramifier. On va avoir la tige ici qui grandit, l'apparition des premières feuilles,
Et là, on voit justement la tige qui a grandi, l'apparition des feuilles. Et là, les premières feuilles, en fait, ce sont les cotylédons de la graine qui ont leur réserve et qui vont permettre à la plante de grandir, de former ses premières feuilles et ainsi de suite, de devenir finalement une plante adulte. Les réserves ici, qui permettent la germination, vont permettre ensuite la croissance de la plante. Alors, on va finir sur une vidéo d'une croissance accélérée de petits pois. Donc ce sont des photos qui ont été prises à intervalles de temps réguliers qui vont permettre de voir la croissance en accéléré. Alors, donc je vais lancer la vidéo. Alors, vous voyez ici, on est dans la fleur. Vous avez le pollen d'une étamine qui tombe sur le pistil de la fleur, un pistil qui est en quelque sorte un petit peu poilu ici pour accrocher les grains de pollen. Et là, vous avez le grain de pollen qui germe, qui forme le tube pollinique. Ce tube pollinique conduit les gamètes mâles jusqu'aux ovules, et les ovules vont donc être fécondés. Donc là, ensuite, toute la fleur va se transformer, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc vous avez les pétales qui vont tomber, qui flétrissent, qui tombent. Vous avez l'ovaire du pistil qui grandit, mais vraiment de façon très importante, qui forme ce qu'on appelle le fruit. Ici, pour le petit pot, on appelle ça les gousses. Et à l'intérieur, on voit par transparence les ovules qui se transforment en graines, et les graines qui vont grossir, accumuler de nombreuses réserves nécessaires à la germination et à la croissance des futurs individus. Donc on voit les graines qui grossissent, qui se chargent en molécules organiques, en différents nutriments qui sont stockés justement dans ces graines. Là vous avez le fruit qui continue de mûrir, Et là, vous allez voir, c'est un fruit qui permet une dissémination des graines, non pas par le vent, ni par les animaux, mais c'est un fruit qui va éclater et qui va transporter, qui va jeter à distance en quelque sorte les graines. Donc là, vous avez les photos prises d'une graine qui est en train de germer. Vous avez la radicule qui se forme, qui va grandir. La tige, les premières feuilles qui se forment, qui vont grandir. Et donc là, on a le futur individu qui est en train de se développer. Donc là, on vient de voir comment les plantes à fleurs se reproduisaient de manière sexuée. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos que j'ai mises sur le Padlet. Donc des vidéos qui s'appellent La plante en kit. Donc vous avez 3 épisodes, un épisode sur la fleur, un épisode sur le fruit, un épisode sur la graine. Ce sont des vidéos qui ont été réalisées par Marc-André Sellos, c'est un éminent biologiste végétal qui est très réputé dans le domaine et qui explique, qui sont bien faites, qui expliquent très bien justement les différentes problématiques autour de la fleur, du fruit et de la graine. Où vous voyez Marc-André Sellos qui montre différents exemples dans ses mains, vous avez des photos. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos qui sont qui correspondent bien à votre programme. Alors, au final, quelque chose aussi qui est à retenir, c'est que donc on se disait comment une plante se reproduit alors qu'elle est fixe. En fait, on se rend compte ici qu'il y a 2 étapes de mobilité dans la reproduction sexuée des plantes à fleurs. On a l'étape de la pollinisation qui est en général croisée, où vous avez le pollen qui va être transporté à distance sur d'autres individus et qui va cette pollinisation croisée va permettre une fécondation croisée, donc permettant la création de nouveaux génomes. Donc vous avez finalement des gamètes mâles d'un individu qui vont aller féconder des gamètes femelles d'un autre individu, comme finalement chez les animaux, et donc créer de nouveaux génomes. Donc ça, c'est la première étape finalement de mobilité au cours de la reproduction. Mais on a également l'étape de la dissémination des graines, où vous avez finalement de nouveaux génomes qui vont être exportés à distance pour conquérir finalement de nouveaux territoires, qui n'étaient peut-être pas conquis par la plante mère. Donc voilà, 2 étapes finalement de mobilité au cours de la reproduction sexuée des plantes à fleurs qui sont fixes.